On de la raconte sur Europe 1. Et bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Votre journal du monde est l'occasion tous les soirs de parler de pays qui ne font pas forcément la une, et pourtant où il se passe beaucoup de choses. Et c'est l'occasion par exemple ce soir de parler de l'Inde. Ce week-end, des parents ont tenté de prendre l'assaut de l'école de leurs enfants après qu'un petit garçon a été tué. Ouais, vous imaginez des centaines de parents en colère face aux forces anti-émeutes venues protéger l'école et ses dirigeants. Il s'agit d'un gros établissement privé de quelques 1000 élèves en banlieue de Delhi. Et la semaine dernière, dans cet établissement, un garçon de 7 ans a été retrouvé mort dans les toilettes. Un employé de l'école a avoué, il a égorgé le petit qui lui résistait alors qu'il l'agressait sexuellement. Le principal a été suspendu, mais pour les parents, ce n'est pas assez. Les responsables de l'établissement devaient protéger les enfants. Ils doivent être arrêtés. Alors, il y a un contexte dans tout ça. Absolument. Les crimes contre les enfants sont un fléau en Inde, qui est un crime qui est souvent passé d'ailleurs sous silence. Et c'est la raison d'une grande marche qui a commencé aujourd'hui. Absolument. Ce matin, les marcheurs sont partis du sud du pays. Ils comptent traverser les 29 États sur 11 000 km et espèrent entraîner 1 million de personnes dans leur sillage. C'est une croisade contre la traite et l'exploitation sexuelle des mineurs. Et celui qui est à la tête de ce combat, c'est Kailash Satyarthi, prix Nobel de la paix en 2014, en même temps que la jeune pakistanaise Malala Yousafzai. Et lui, ça fait presque 40 ans qu'il se bat pour les enfants de son pays. Et voilà ce qu'il dit aujourd'hui, ce sexagénaire militant. Toutes les heures, 2 enfants sont victimes d'abus sexuels. Un enfant disparaît toutes les 8 minutes en Inde et ils ne s'évaporent pas. Ils sont victimes de la traite. On les achète, on les vend comme du bétail. Satyarthi parle d'une épidémie en progression et espère avec cette marche réveiller l'opinion publique. Ils marcheront jusqu'à Delhi, arrivée prévue le 16 octobre prochain. Merci Sophie. On va prendre maintenant la direction de la Suède. Alors la Suède, c'est un grand pays social-démocrate qui n'a pas connu de guerre sur son territoire depuis plus de 2 siècles. Ouais. Et voilà donc qu'on organise en Suède à partir d'aujourd'hui des manœuvres militaires gigantesques. C'est quasiment inédit. 20 000 soldats vont se déployer avec la participation notamment des Français et des Américains. Et on rejoint Frédéric Faux à Stockholm. Bonsoir Frédéric, racontez-nous ce qui se passe. Bonsoir. Et il se passe que pendant 3 semaines, la campagne suédoise ne sera plus seulement en couleur bleue, comme ses lacs, ou rouge, comme ses chalets en bois si confortables, mais il faudra rajouter du kaki. L'aviation, la marine, l'infanterie, la moitié de l'armée suédoise est mobilisée, et le scénario de crise est très révélateur. Ces grandes manœuvres doivent simuler l'attaque de la Suède par un pays fictif venu de l'Est. Et ce pays, soyons clairs, c'est la Russie. Absolument. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les Suédois ont très peur. Leur espace aérien est trop souvent violé par les avions de chasse russes. Un sous-marin se serait même glissé incognito dans la baie de Stockholm. Pour vous donner une idée de la paranoïa, un numéro vert a été mis en place par les autorités pour dénoncer les activités d'espionnage au profit de Moscou. On ne sait jamais, mon voisin est peut-être un agent double. Voilà pourquoi les Suédois ont augmenté leur budget de la défense et cette année, ils ont même rétabli le service militaire. Moi, je croyais que les Suédois étaient historiquement pacifistes. Comment ça se passe là-bas ? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette forme de réarmement du pays ? Il faut comprendre que le rapport des Suédois avec leur armée est très différent du nôtre. Ici, on ne voit pas de militaires dans la rue. Les seuls que l'on peut apercevoir, ce sont les membres de la garde royale avec leurs casques à pointe, leurs chevaux, et puis c'est tout. Les Suédois restent pacifistes, et donc ce retour aux armes fait débat. Il y a eu quelques manifs, mais voilà, pour l'instant, c'est la peur des Russes qui est la plus forte. Merci à vous, Frédéric Faux, depuis Stockholm. 2 infos en bref pour finir ce journal du monde, Sophie. Oui, nous voilà dans la prestigieuse université de Cambridge où l'on envisage d'autoriser les étudiants à abandonner le stylo pour passer leurs examens. Et comme ils écrivent de moins en moins, le jour J, c'est la catastrophe. C'est pire que tout et les examinateurs s'arrachent les cheveux. Ils en ont assez. Ce qui devrait arriver si je rendais une copie, voyez-vous. Voilà, mais ils en ont assez de déchiffrer les copies. Donc, une prof d'histoire explique même que certains étudiants ont dû revenir en plein été pour lire à voix haute leurs réponses d'examen. Donc une consultation est en cours pour envisager la tablette pour tous les jours d'examen. À l'université de Cambridge. Tout à fait. Pour la première fois depuis 4 ans, l'Irak a accueilli un match international de football. Vous avez vu, on est à la pointe de l'info sur le foot. C'était un match de gala samedi à Bassora, 2e ville du pays, tout au sud. Plus de 65 000 personnes avaient investi le stade. Un stade qui avait été inauguré en 2013. Et puis tout de suite, la même année, la FIFA avait mis l'Irak à l'écart. Trop d'insécurité. Finalement, il y a 4 ans après, donc en ce moment, la Fédération internationale a autorisé la tenue de matchs dans 3 villes, Bassora, Kerbala et Erbil. Donc samedi, c'était d'anciennes gloires du foot
international, le Français Robert Pires notamment, face à une équipe d'anciens internationaux irakiens. Les Irakiens ont perdu 4-5, mais peu importe. L'Irak espère avoir envoyé un signe de stabilisation du pays. Merci Sophie Larmoyer. Europe